Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut Westrack, bienvenue chez vous. Vous êtes à l'écoute du Magal West, il est 17h. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 octobre. On retrouve dans un instant notre météo ainsi que les infos locales. J'ai aussi repéré pour vous plusieurs événements à ne pas rater cette semaine, de quoi bien s'occuper au Havre et dans l'agglomération havraise. En deuxième partie d'émission, j'accueille des artistes en colère. On va parler de plusieurs mesures qui concernent la vie d'artiste et qui risquent de changer. On en parle donc en deuxième partie d'émission avec Clémence Michon. Avant ça, on retrouvera aussi, en parlant d'artistes, un reportage de Margot sur Muriel Harlet, artiste peintre havraise, qui expose au Salon d'automne 2025 à Paris actuellement. Et puis notre découverte Ferrarock de la semaine, Real Sensations, c'est Rest Up, artiste qui nous chante 6060 et Damage. On découvre cet album dans cette émission. Avant cela, fera-t-il beau, fera-t-il chaud ? Réponse avec notre météo sur le Havre et dans l'agglomération havraise. Actuellement au Havre, une température plutôt fraîche avec un temps assez nuageux sur cet après-midi. Il fait 17 degrés actuellement, ressenti 15, avec plutôt un effet de vent assez fort, tourné vers le nord-est à plus de 35 km/h. Ce soir, beau temps peu nuageux devenant variable, il fera 14 degrés, ressenti 11, avec des rafales de vent allant jusqu'à 40 km/h. Mercredi, c'est un temps nuageux qui nous attend, notamment dans la matinée, avec un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, pas de précipitations attendues. Il fera 12 degrés, ressenti 9, avec des rafales de vent allant jusqu'à 25 km/h. Dans l'après-midi, il fera 17 degrés, ressenti 16, avec un ciel très nuageux et de courtes éclaircies, rafales de vent 30 km/h. Enfin, dans la soirée, un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, pas de précipitations. Il fera 14 degrés, ressenti 11 et des rafales allant jusqu'à 35 km/h. On retrouve tout de suite Margot au micro pour les actus locales, suivies des actus nationales. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 14 octobre 2025. Le Havre, le magasin Roche-Beaubois va fermer et liquide ses stocks de meubles. L'enseigne d'ameublement et de décoration française a décidé de supprimer son magasin de la rue Victor Hugo au Havre. Une liquidation des stocks a commencé samedi 11 octobre, proposant d'importantes remises. Il doit théoriquement fermer le lundi 8 décembre. Viendrez-vous visiter la maison d'enfance de Claude Monet ? À Sainte-Adresse, la villa du Coteau, maison de jeunesse de Claude Monet, s'apprête à renaître. La municipalité a décidé d'acheter la demeure pour y monter un projet consacré au maître de l'impressionnisme et l'ouvrir au public. Ce lieu emblématique va reprendre vie en devenant une maison des illustres, un label du ministère de la Culture. Montivilliers, budget participatif, 7 projets d'habitants en lice pour un vote citoyen. Mobilité, environnement, sport, culture ou convivialité. À Montivilliers, les citoyens sont invités jusqu'au 19 octobre 2025 à faire leur choix parmi 7 projets imaginés par des habitants de la ville. Un budget de 25 000 € sera consacré à la réalisation d'une partie d'entre eux. Pour y participer et choisir leurs 3 projets favoris, les habitants peuvent se rendre sur le site internet de la ville, sur l'application Montivilliers et moi ou en mairie afin d'y remplir un coupon. Basket, Ligue 2 féminine, corrigée par Voiron, les Havraises accusent le coup. Plombées par un premier carton catastrophique, les joueuses du STB sont restées sans réaction samedi 11 octobre contre Voiron, concédant leur 3e défaite en autant de journées. Résultat 46-69. Football, Coupe de France, Caucriauville assume son statut et élimine Fécamp. Pensionnaire de Régional 2, Fécamp n'a pas pu créer l'exploit face à Caucriauville en National 3 ce samedi 11 octobre à l'occasion du 5e tour de la Coupe de France. Résultat 0-3. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à toutes et tous. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. La formule répétée par le Premier ministre dans son discours de politique générale à l'Assemblée. Et la grande annonce de Sébastien Lecornu cet après-midi, c'est la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle. C'était une demande des socialistes. Le PS promettait la censure si le chef de gouvernement ne répondait pas à ses exigences. Dans son discours d'une trentaine de minutes seulement, le Premier ministre a réaffirmé qu'il n'utiliserait pas le 49.3. Il promet aussi un projet de loi pour renforcer le pouvoir local et un texte sur la Nouvelle-Calédonie avant la fin de l'année. Concernant le budget 2026, le déficit sera réduit à 4,7% du PIB. Sébastien Lecornu évoque aussi une contribution exceptionnelle des Français les plus riches. Maintenant, les différents groupes politiques à l'Assemblée se succèdent à la tribune. LR ne censurera pas le gouvernement, assure Laurent Wauquiez, contrairement aux écologistes qui réaffirment, eux, qu'ils voteront la censure. Le RN l'avait déjà promise également dans la matinée, dénonçant un budget terriblement mauvais. Les motions de censure seront examinées jeudi matin. Dans le reste de l'actualité, un important incendie dans le Rhône et un panache de fumée visible à des kilomètres autour de Villefranche-sur-Saône depuis ce matin. Plus d'une centaine de pompiers mobilisés pour ce feu dans une entreprise de fabrication de plastique. Près de 800 personnes ont été évacuées. Selon la préfecture, la pollution de particules fines n'a pas dépassé le seuil d'alerte. La crise s'étend à Madagascar. Des militaires annoncent prendre le pouvoir cet après-midi devant le palais présidentiel. L'Assemblée avait d'abord voté la destitution du président Ange Radzoel, lui avait assuré dissoudre le Parlement par décret alors qu'il se trouve à l'étranger. La contestation a démarré le 25 septembre dans le pays. Enfin, c'est l'un des autoportraits les plus célèbres du monde. Le tableau de Gustave Courbet, Le Désespéré, est de nouveau visible en France, exposé depuis aujourd'hui au musée d'Orsay à Paris. Il a été prêté pour 5 ans par Qatar Museum. Bonne fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Tout d'abord, un atelier vin à retrouver. Cet atelier, c'est un atelier qui se déroule ce soir à 19h. C'est aussi rue Gustave Lenier, un atelier autour du vin. Retrouvez aussi l'exposition au SEM Red Runners du 82 à 97, exposition que vous retrouvez tous les jours jusqu'au 20 décembre 2025, une exposition consacrée aux Red Runners, formation phare de la scène rock française des années 80 à 90. Et enfin, un ciné-débat demain dès l'aube, c'est jeudi 16 octobre à partir de 18h jusqu'à 21h, 37 quai de la Saône au Havre, un ciné-débat qui va donc projeter le film Demain dès l'aube dans la salle du resto du Hangar 0. L'entrée est libre sur inscription, 40 à 50 places maximum, alors c'est le moment de réserver sur le site du Hangar 0. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Rest Up, trio angevin à l'énergie effrénée, se forme en 2021. Rapidement, ils composent puis font leur première scène, impatients de se frotter à la sensation du live. Après 2 EP remarqués, ils dévoilent le 26 septembre leur premier album, Real Sensations. It starts getting serious. I'm feeling my love stacked up.
Rest Up, entouré une fois de plus de Daniel Fox, ont eu la chance d'enregistrer à ses côtés en Angleterre, à Eastbourne, au sein d'Echo Zoo, studio qui a également accueilli les Lambrini Girls. Real Sensation dessine un état des lieux émotionnel des musiciens où, en creux, ils découvrent, improvisent et parfois se trompent. Les expériences fleurissent entre espoir, romance et acceptation. Dans une approche art punk, les musiciens foncent avec cette insouciance maîtrisée qui les caractérise. Leur sensibilité est plus assumée et leur travail plus approfondi. L'urgence n'existe plus, elle laisse place à l'expérimentation des textures et à des plages plus calmes, pensées pour le live. En attendant, Rest Up ont été remarqués par les labels Le Cep Records en France et par Exag Records en Belgique. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack.
Il est 17h16, merci d'être avec nous pour votre émission Le Magal West. Vous venez de découvrir Real Sensations, un album de l'artiste Rest Up, partenaire Ferrarock de la semaine. Et tout de suite, on s'intéresse à Muriel Harlé, artiste peintre havraise qui expose au Salon de l'Automne 2025 à Paris. Reportage signé Margot. En deuxième partie d'émission, nous allons continuer à parler des artistes, mais cette fois-ci de leur lutte, puisque dernièrement, les artistes sont en colère, et notamment pour de bonnes raisons. Quel statut pour les artistes et auteurices ? On en parle en deuxième partie d'émission avec Clémence Michon. Aujourd'hui, dans le studio, nous recevons Muriel Harlé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste peintre, vous êtes basé au Havre et du 29 octobre jusqu'au 2 novembre 2025, vous allez exposer au mythique Salon d'automne de Paris, un événement né en 1903 qui a vu passer entre autres Matisse, Cézanne, Picasso. Cela a permis de faire éclore les mouvements du cubisme et du fauvisme et aujourd'hui c'est plus de 1000 œuvres d'artistes du monde entier qui se rassemblent durant ces 5 jours. C'est une sacrée expérience qui vous attend. Quel sentiment vous ressentez en pensant à tout cela ? Je suis très contente. C'est vraiment une satisfaction. Ça fait, j'expose depuis 2010 à peu près. Je faisais surtout des expositions locales. Et puis, en fait, c'est des opportunités qui se présentent au fur et à mesure. Ma peinture, elle a énormément évolué. J'ai commencé à faire déjà des œuvres. Je faisais des œuvres pour la famille au départ. Je m'amusais comme ça. Après, j'ai commencé à exposer. J'ai eu une opportunité avec un collègue. Ma première exposition, ça s'est passé au Bazar Mondain. Quand ils étaient encore au Jules Le Seine. Et puis après, ça s'est enchaîné au fur et à mesure. J'ai vu que ma peinture plaisait, donc ça m'a motivée. Voilà. Et comment est-ce que vous êtes lancé dans ce défi du Salon d'automne ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a motivé à le faire ? Oui, alors justement, j'ai beaucoup peint sur le Havre, et puis j'ai eu envie de faire d'autres choses. Déjà, ma première motivation, ça a été de sortir du Havre. J'ai fait déjà le Salon d'art contemporain à Deauville, donc le Art Shopping. Et là, ça a été un élément déclencheur. Je me suis dit, oh là là, ma peinture, finalement, par rapport à ce qui était exposé, je me suis dit, elle est pas si mal. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai discuté avec des artistes, et notamment Stéphane Padu, qui a une galerie rue de Paris, qui a déjà fait le Salon d'automne, et qui m'a dit, tu sais Muriel, tu peux tenter ta chance, franchement, t'as le niveau pour le faire. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai décidé de le faire, je l'ai écouté, bien religieusement, il est venu à la maison. Il a regardé l'œuvre que je comptais présenter et puis il m'a dit franchement faut que tu présentes un grand format parce que si c'est trop petit on verra pas l'œuvre. Et du coup c'est la première fois que je travaille sur un format aussi grand. J'ai travaillé sur un format d'1,30 m sur 1 mètre. Et comment ça se passe ? Vous envoyez une photo de l'œuvre, vous envoyez un descriptif, un scan ? On a possibilité en peinture de ne présenter qu'une seule œuvre. Donc j'ai envoyé une photo de ce que j'avais fait avec le descriptif. On vous demande de présenter ce que vous faites. Pourquoi vous avez fait cette œuvre-là, expliquer le format, les techniques, et puis on vous demande aussi votre univers. Donc il faut envoyer deux, trois petites choses à côté et vous montrer si vous avez un site Facebook, Instagram. Moi, je suis sur LinkedIn aussi. Voilà. Donc si vous voulez, c'est un jury de professionnels. Donc ils nous demandent de présenter une seule œuvre, mais ils veulent voir un petit peu l'univers dans lequel on évolue. Et puis voilà. Bien justement, votre univers il se caractérise avec une jeune femme au béret rouge qu'on appelle Fanfan. Comment est-ce qu'elle est née, Fanfan ? Alors Fanfan, pour vous expliquer un petit peu son cheminement, au départ, je faisais des personnages très variés sur le Havre. Voilà. Et puis après, j'ai eu envie de donner une âme à ma peinture. Je me suis dit, j'aimerais vraiment faire un petit personnage, mais qui me ressemble, qui me plaise, et que je retrouve dans toutes les œuvres. Et puis j'ai décidé de faire une petite française. À l'origine, j'avais vraiment envie de faire une femme élégante, pétillante, rigolote. C'était ça mon truc, parce que tous mes personnages que je faisais, dans tous mes tableaux, c'était toujours la gaieté, la couleur, la lumière. Voilà, ça c'est vraiment mon univers. Et donc j'ai décidé de faire ce petit personnage, et j'avais vraiment envie de faire un côté un petit peu classe, Jean-Paul Gaultier, la petite marinière, et ça collait vraiment parfaitement en plus avec le Havre, parce que c'était vraiment la petite marinière, c'était vraiment le bord de mer. Et d'ailleurs les Havrais, quand ils voient mes tableaux, souvent ils disent Fanfan, c'est la petite havraise. Alors que moi, quand je vais l'exposer à Paris ou ailleurs, c'est pour les gens, c'est la petite française. Oui. En fait, les Havrais s'identifient totalement à Fanfan, et puis à l'extérieur, en fait, tout le monde peut s'identifier à elle. C'est ça.
c'est ça. Et puis l'avantage, c'est que je peux la promener où j'ai envie. Alors je peux très bien la mettre dans les rues du Havre, parce qu'en plus j'ai beaucoup de gens qui attendent des choses sur le Havre. Alors, j'aime bien aussi faire plaisir, hein, la peinture c'est le partage. Mais franchement, je peux la promener n'importe où. J'ai fait des tableaux sur les États-Unis. Je peux la mettre dans le domaine musical. Je peux faire tout ce que je veux, Et je peux même créer des tableaux même un peu imaginaires. Je peux même que ce soit un peu onirique, que ce soit un peu les rêves. Je fais ce que je veux. En fait, je fais que ce que j'ai envie. Voilà. Et puis à chaque fois, il y a ce fil conducteur, ce fil rouge, ce béret rouge de Fanfan. Fanfan, donc, c'est une jeune femme qui voyage beaucoup, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous aussi, vous aimez beaucoup voyager ? Est-ce que vous voyagez même peut-être à travers Fanfan ? Alors déjà, j'aime beaucoup les voyages parce que c'est très inspirant. C'est une de mes passions en fait. J'aime beaucoup aller découvrir des nouvelles cultures et c'est vrai que quelque part ma petite Fanfan, quand je la promène dans le monde entier, j'exporte un peu la culture française, voilà. Et puis la mélanger avec d'autres cultures. J'ai fait un tableau sur le Maroc où vraiment là c'était un exemple très concret. Par exemple, je suis allée au Maroc, j'ai visité des musées, j'ai visité plein de choses et j'ai trouvé superbe, c'était les mosaïques. Et je me suis dit, je vais faire un tableau avec la mosaïque. En plus, les Berbères, ils ont un petit béret rouge. Voilà, et j'ai fait un parallèle avec ça. Donc en fait, l'inspiration vient de n'importe quoi. Ça peut être... un autre jour, j'ai fait un tableau avec une valise. J'étais dans une gare et j'ai une dame sa valise s'est ouverte. Et je me suis dit, oh chouette, je vais faire un tableau avec Fanfan, la valise va s'ouvrir et c'est que des cœurs qui vont s'envoler. Vous voyez, ça peut être complètement... Oui, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Et la toile que vous allez présenter à Paris en octobre, elle est parfaitement en accord avec le thème du salon d'automne. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que l'on voit sur cette toile grand format, comme vous l'avez dit ? Alors, cette toile, c'est l'aboutissement d'une série. J'ai ouvert une galerie éphémère l'année dernière, et dans cette galerie éphémère, j'avais exposé toute une série de tableaux où on voyait Fanfan de dos, parce que je la représente beaucoup de dos, qui regardait des œuvres d'artistes connus. Et d'ailleurs, dans cette série, j'ai un petit clin d'œil tout particulier au gouzou, parce que j'ai demandé à Jay si je pouvais faire une toile avec les gouzous. Même si c'est pas un peintre qu'on voit beaucoup dans les musées, mais il a vraiment sa notoriété et ça me tenait vraiment à cœur de faire quelque chose là-dessus. Donc voilà. Et le tableau que je vais présenter au salon d'automne, c'est l'aboutissement parce qu'il est très très grand. Et on voit Fanfan qui se promène dans un musée qui pourrait ressembler à un musée d'Orsay, voilà. Et elle est au milieu de cette grande toile. On la voit de dos et elle regarde un tableau où on voit un bel homme, faut se le dire, un bel homme, et je voulais travailler sur la transmission des sentiments et l'émotion, parce qu'un tableau, c'est que de l'émotion. Et d'ailleurs, il y a des tableaux qui parlent à des gens, il y a des gens à qui ça ne parle pas du tout. Et là, j'avais vraiment envie de montrer ce qui se passe entre une œuvre et la personne qui la regarde. Comme vous l'avez dit, donc cette toile, elle est de grand format, 97 par 130 cm. Est-ce que c'est dur de travailler sur un format aussi grand ? Alors pour moi c'est particulièrement difficile parce que pour l'instant j'ai pas d'atelier proprement dit. J'ai un atelier chez moi, mais c'est une petite pièce que je suis en train d'agrandir, mais c'était difficile parce que j'ai pas de recul, et quand on n'a pas de recul, peindre vraiment de très près c'est difficile, c'est vraiment compliqué. Mais malgré tout, j'y suis parvenu, il y a pas de problème, mais c'est vrai que c'était une difficulté supplémentaire. Parce que pour peut-être les gens qui ne connaissent pas la peinture ou qui n'en font pas, avoir du recul, c'est important. En fait, il faut toujours se reculer pour pouvoir voir son tableau en grand, c'est ça ? Oui, parce que quand on a le nez collé dessus, on travaille sur les petits détails. Et parfois, d'ailleurs souvent quand je peins, je fais une coupure. À un moment donné, je vais me prendre une tasse de thé par exemple, je prends ma toile, je me mets loin et je la regarde. Et en la regardant, je me dis, ça va pas, ça j'aurais dû faire comme ça. On a besoin de temps de pause en fait. C'est comme la respiration. On a besoin de se poser, regarder, et en reculant, on voit des choses qu'on voyait pas en peignant en fait. Et comme en plus la difficulté que j'ai, c'est que moi souvent je peins beaucoup à plat. Le fait de la mettre debout, on la voit autrement. Voilà. Et vous avez mis combien de temps pour faire cette toile de Fanfan au musée ? Alors moi j'ai un deuxième métier, je suis prof de PS aussi, mais je sors pas mon chronomètre. En fait je peins, c'est très difficile à évaluer. J'ai peut-être mis un mois pour la faire. Voilà, et j'y travaille tous les jours parce que, comme je vous dis, j'ai deux métiers. Le matin, je suis prof de PS au lycée Porte-Océane d'ailleurs, et l'après-midi, je suis artiste peintre. Et l'après-midi, je fais ça
tout le temps, quoi. Aller de 1h30 l'après-midi jusqu'à 20h le soir. Et on en vient justement à ma prochaine question. Vous êtes peintre et vous êtes aussi professeur d'EPS, comme vous l'avez dit. Comment est-ce que vous arrivez à allier ces deux activités ? Ça doit être beaucoup de travail. Alors c'est énormément de travail, mais en fait ce sont des activités qui sont complémentaires. En plus j'ai des petits soucis de santé, donc le matin je suis dans l'énergie, dans l'action. Et l'après-midi, je pose mon esprit et là je suis dans la créativité. Et c'est vraiment deux choses qui me vont vraiment très très bien. En plus, j'adore mon premier métier qui est la transmission. On est toujours dans la transmission en fait. Quelque part, on partage des choses avec les gens. Donc là, ce sont des élèves le matin et puis l'après-midi, c'est d'autres personnes. Et c'est très enrichissant. Voilà, je m'éclate beaucoup à faire ça. Est-ce que la peinture, vous en avez toujours fait ? Est-ce qu'il y a eu par exemple un déclic, une rencontre, quelque chose qui vous a donné envie de peindre plus sérieusement, vraiment d'en faire votre second métier ? En fait, ça s'est venu progressivement. J'ai récupéré le matériel de mon grand-père parce que mon grand-père faisait un petit peu de peinture comme ça. Et du coup, j'ai essayé les différentes techniques parce qu'il y avait du fusain, il y avait de la peinture à l'huile, il y avait des pastels secs. Donc, j'ai essayé plein de choses. Avant d'en arriver où j'en suis, j'ai expérimenté beaucoup de techniques. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était la peinture acrylique qui me convenait le mieux. Parce qu'après, j'ai eu des enfants qui étaient en bas âge et l'essence de térébenthine, ça sent tellement mauvais dans l'appartement. Avant, à l'époque, j'étais dans un appartement et je me suis mise à l'acrylique et finalement, je me suis dit, c'est très bien, ça me correspond parfaitement parce que l'acrylique, ça sèche très vite. Moi, je suis quelqu'un d'un peu speed, j'ai besoin que ça avance, quoi. Et donc, c'est vraiment la technique qui me correspondait à merveille. Ça allait très vite, je pouvais avancer. La peinture à l'huile, il faut poser la chose, il faut attendre. Et moi, ça me correspond moins. Vous utilisez donc l'acrylique, mais j'ai vu aussi que vous utilisiez parfois des feutres. Alors, en fait, j'utilise trois choses. J'utilise le feutre acrylique, j'utilise le pinceau, la peinture acrylique, et j'utilise la bombe acrylique. En plus, j'adore l'univers street art, donc j'utilise tous ces procédés, et finalement, je m'aperçois au fur et à mesure des années, je m'aperçois qu'en fait, la peinture avant, en tube que j'utilisais tout le temps, je l'utilise de moins en moins, en fait. Parce que j'adore ce côté lisse de la bombe. Il y a un côté pareil immédiateté et j'aime ce côté un peu parfait. J'aime bien quand les aplats sont nickel. Voilà. Comme si c'était un peu peut-être comme une image numérique mais faite à la main. Avec ce côté parfait, très lisse. Ouais, ce côté parfait. De toute façon, quand je construis mes œuvres, j'utilise ma tablette graphique. J'ai une tablette graphique qui me permet de construire mon œuvre avant. Parce qu'une œuvre, ça se réfléchit, ça se fait pas n'importe comment. Et je pense qu'il faut vivre vraiment avec les outils de son temps. C'est vrai qu'avant, moi, je faisais que des croquis sur papier. Et la tablette graphique m'a permis de faire même des petites illustrations. Je travaille aussi, je fais aussi des illustrations. J'ai même fait 3 petits bouquins. Et ça permet de vraiment construire son œuvre. On peut agrandir le personnage, le rapetisser, changer les couleurs, choses qui sont difficiles à faire sur du papier. Donc voilà, ça c'est vraiment un super outil. Et du coup, quand vous passez à la bombe, est-ce que vous utilisez des pochoirs, des choses comme ça, ou vous maniez Alors c'est ce que quand j'ai fait ma galerie, j'ai expliqué aux gens un petit peu mes techniques. Et quand j'ai une zone à peindre, mais il faut tout cacher autour en fait. C'est comme une voiture. Quand on a besoin de peindre une voiture, il faut tout cacher. Les fenêtres et tout. Et moi, donc, j'ai du scotch, je découpe toutes les surfaces, je garde juste ma surface, et après, je bombe. Voilà. Donc, il y a un énorme travail préparatoire avant. Sur le tableau du salon d'automne, par exemple, le fond, je l'ai fait à la bombe. Justement, du salon d'automne, qu'est-ce que vous en attendez personnellement en présentant cette toile ? Alors moi, ma satisfaction principale, c'est d'avoir été sélectionnée. Voilà, c'est déjà ma plus grande satisfaction. Après, ce que j'en attends, c'est des rencontres avec les gens, les artistes notamment. Voilà, c'est surtout ça en fait, les échanges qui sont super intéressants. Là, quand j'ai fait le salon du art shopping à Deauville, j'ai rencontré plein de gens. Alors ça allait des réactions d'enfants. Moi qui aime les enfants, qui se questionnent, qui ont une spontanéité, à des artistes qui connaissent vraiment la chose, à des gens qui ne connaissent rien, mais qui finalement apprécient finalement une œuvre. C'est très personnel, hein, je veux dire, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est le domaine des émotions, ça plaît ou ça plaît pas, et finalement tout le monde a son mot à dire, et toute remarque est intéressante et enrichissante. Et justement, du coup, durant ces 5 jours, vous allez être présente à côté de votre œuvre. Comment ça se passe ? Qu'on se donne un peu une idée de comment est ce salon. Alors,
Je n'y suis pas encore allé, donc je suppose, mais en fait c'est toujours la même chose. On a une œuvre dans une sorte de box, il y a plein de gens qui circulent, donc c'est assez fatigant, il y a des gens toute la journée. Mais voilà, moi ce que je recherche d'ailleurs, et j'insiste sur le fait que je veux être présente tous les jours. En plus j'ai mon mari qui m'accompagne, donc ça c'est super sympa, mais tous les jours je veux être là parce que c'est pas le tout d'exposer un tableau, c'est vraiment l'échange avec les gens, c'est vraiment le partage. Voilà, c'est ça, c'est la notion de partage qui m'intéresse. Oui, c'est ça, donc vous attendez ces rencontres. L'automne, donc c'est la saison qui caractérise le salon. Vous allez exposer du 29 octobre au 2 novembre à Paris, comme on vient de le dire. On en vient donc à ma prochaine et dernière question. Si vous deviez qualifier votre art en une saison au Havre, vous choisiriez laquelle ? Ah, c'est une bonne question. Ben moi, ça serait plutôt l'été. Parce que j'aime tellement la couleur. L'été, c'est plutôt le ciel bleu. Je fais beaucoup de peinture avec des ciels bleus. C'est rare que je fasse des ciels plutôt gris. Néanmoins, Le Havre est une ville tellement riche à ce niveau-là. C'est pas un hasard si les impressionnistes sont venus peindre chez nous. Les couleurs changent tout le temps. Quand j'emmenais mes enfants à l'école le matin, qu'on passait devant le Nice-Havrais, je leur disais tous les jours, mais regardez la couleur du ciel. C'est jamais la même couleur. On peut très bien avoir un ciel rose. Sur un tableau, vous faites un ciel rose, les gens vous regardent, ciel rose, ben oui, mais oui, ça peut. La mer, elle change tout le temps, c'est magnifique, c'est une vraie source d'inspiration. Puis il y a aussi l'architecture Auguste Perret qui est vraiment, qui est vraiment géniale, quoi. C'est une ville très graphique. Et puis aussi quand on voit d'autres bâtiments, d'autres monuments, notamment comme le volcan, la Catène, ce sont des choses très graphiques aussi qui sautent directement aux yeux. C'est très inspirant. C'est une ville qui est très très inspirante. J'adore ma ville. Je pense que je suis une bonne ambassadrice. Et du coup, encore une autre dernière question. Ça vous fait quoi de vous dire que vous marchez dans les pas en fait d'artistes comme Matisse, Picasso? Ça doit être un aboutissement assez fort. Pour moi, je crois qu'il faut savoir rester humble, il faut savoir rester à sa place. Je pense que c'est des artistes. C'est la chaussée des géants, ils ont des grands pas et moi j'ai l'impression que j'ai des tout petits pieds. Voilà, faut savoir rester modeste, savoir rester à sa place, être humble. Et moi, ce que j'attends de la peinture, c'est surtout l'échange, la transmission. Vous savez, quand j'ai des gens qui achètent une petite illustration, qui ressortent, qui se font un gros câlin en ressortant, je suis trop contente, quoi. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Moi. Ma peinture, j'en attends pas des prix, j'en attends pas quoi que ce soit. Voilà, c'est juste le plaisir de peindre, le plaisir de créer, de partager avec les gens. Ouais, l'émotion de A à Z, que ce soit dans la création jusqu'au partage. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Muriel. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre radio. Merci beaucoup, merci. On vous retrouve donc du 29 octobre au 2 novembre 2025 sur la place de la Concorde à Paris pour l'événement Salon d'automne. On pourra aussi vous retrouver au Havre juste après, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'exposerai à l'espace de coworking de la Une. Du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. La Une est en travaux actuellement, donc il y aura peut-être un petit peu de décalage. La date n'est pas vraiment encore fixée, mais voilà, ça fait 2-3 fois que Monsieur Sarrazin me permet d'exposer ici. Je l'en remercie d'ailleurs. D'ailleurs, c'est aussi grâce à lui que j'ai fait ma galerie éphémère. Il y a des gens qui vous propulsent et qui vous apportent des choses, c'est chouette. Eh bien, c'est super, c'est parfait. On a donc maintenant toutes les informations pour venir vous voir, vous et vos peintures, et rencontrer Fanfan aussi avec son béret rouge. Merci encore et bon courage pour la suite. Merci, ce sera avec plaisir. Merci. Un reportage signé Margot. Continuons à donner la parole aux artistes, mais cette fois-ci concernant une grande campagne numérique qui a été lancée pour interpeller les députés et sénateurs en faveur de la proposition de loi de continuité des revenus pour les artistes auteurs-auteurices. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela changerait pour les artistes ? Réponse avec Clémence Michon, notre invitée. C'est juste après ce titre, Be a Witness de Lady Ray. Ça nous vient des États-Unis. L'album s'appelle Cover Girl. C'est une nouveauté. Restez avec nous, Westrack. On parle dans un instant des artistes et de leur statut. Was made for us to be. I pray to God.
C'était Agathe Plaisance, artiste qui nous vient de Évreux. Vous écoutez toujours le Mag à l'Ouest, il est 17h41 et aujourd'hui sur West Track, on reçoit Clémence Michon qui va nous parler d'une initiative qui concerne toutes les artistes, auteurs, autrices, la proposition de loi pour continuité des revenus. Qu'est-ce que c'est ? On en parle tout de suite avec une grande campagne numérique qui vient d'être lancée pour interpeller les députés et sénateurs et on vous explique pourquoi c'est important. Bonjour Clémence, bienvenue sur West Track. Si j'allume pas mon micro, c'est pas bon. J'ai pas l'habitude qu'on se mette en face de moi. Bienvenue d'accord. Sur West Track Radio. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer pourquoi cette loi, elle te concerne, pourquoi tu es concernée par ce sujet ? Oui, alors moi je suis graphiste indépendante depuis 18 ans. Donc j'ai le statut d'artiste-auteur et je l'ai vu et je l'ai subi depuis pas mal d'années. C'était géré avant par un organisme qui s'appelait la Maison des Artistes et maintenant nos cotisations sont gérées par l'URSSAF Limousin. Et en fait, depuis 18 ans, j'ai beau avoir des revenus et gagner ma vie, mes revenus sont systématiquement en fait irréguliers. Et donc, je viens parler de cette proposition de loi parce qu'en fait, elle résonne beaucoup pour moi et puis pour beaucoup d'autres artistes, auteurs qui sont plus précaires que moi. Mais pour moi, c'est important d'en parler parce que en fait, ça pourrait changer beaucoup de choses pour beaucoup de travailleurs et travailleuses de l'art. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout le statut d'auteur, autrice, artiste, nous on a l'habitude des termes assez basiques, CDD, CDI, 35 heures, on n'est pas du tout dans ce domaine. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe de manière assez simple ? De manière assez simple, je vais parler de ce que je connais le mieux en tant que graphiste, mais pour les plasticiens et les plasticiennes déjà c'est différent. Mais en tant que graphiste, en fait, moi j'ai une commande d'un client et je fais une facture. Et si j'ai pas de travail, donc je ne fais pas de facture et donc je n'ai pas de revenus. Donc là, par exemple, ça fait 18 ans que je travaille. Si demain j'ai plus de travail, je n'ai plus aucune rentrée d'argent. Et en fait, dans les artistes-auteurs, on pense souvent que les artistes-auteurs, c'est seulement les peintres ou les vidéastes. Mais en fait, dans les artistes-auteurs, il y a des graphistes, il y a des céramistes, il y a des scénographes, il y a des commissaires d'exposition. Ça regroupe vraiment une grande pluralité de métiers. Et donc de discipline et donc d'accès au travail, enfin à des projets qui sont très très variés et très très différents. Et évidemment, j'ai oublié les écrivains et les écrivaines qui sont aussi dans ce statut-là et qui constituent une grande part des artistes-auteurs. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi cette proposition de loi ? Alors cette proposition de loi, elle sort pas de nulle part. Ça fait 5 ans qu'il y a plusieurs syndicats, plusieurs collectifs qui travaillent dessus. Et donc je vais quand même citer un petit peu des syndicats, donc le SNAP CGT, le STA CNTSO, la BUSE. Donc moi je fais partie du SNAP CGT et c'était porté à l'origine par un délégué à la culture du Parti communiste qui s'appelle Pierre Daréville. Et en fait, moi j'ai l'impression que ce travail s'est lancé en même temps au moment du Covid et en même temps au moment du rapport Racine, qui est un rapport qui a été commandé par, je crois, le ministère de la Culture et qui établissait en fait vraiment les faits d'une grande précarité dans le milieu des artistes-auteurs. Et en fait, ce rapport, il est sorti en 2020 et à la suite de ce rapport, aucun changement concret ni abstrait n'a été engagé. En fait, rien n'a bougé au niveau de notre statut. Donc, c'est 5 ans de travail pour aboutir à une première brochure et une première proposition de loi en 2024. Et là, cette année, en 2025, a été redéposée cette proposition de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et en fait, pour pouvoir étudier une proposition de loi, il faut qu'il y ait suffisamment de députés et de sénateurs qui la signent, parce que sinon, c'est que c'est pas à juger assez sérieux. Et donc, depuis le mois de juin, il y a tous les spécialistes, en fait, et tous les spécialistes, tous les acteurs de notre milieu qui sont auditionnés
à travers une mission flash. Donc moi je découvre tout ça, hein. Là j'en parle et je vous dis tous ces termes-là, mais c'est des choses que je découvre en me formant au fur et à mesure sur le sujet. Et en fait, ces missions flash, elles ont pour but de comprendre pourquoi, comment on peut changer les choses pour que, qu'est-ce qui, dans cette proposition de loi, est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et éventuellement de la faire évoluer afin de la déposer. Mais aujourd'hui, il manque encore des signatures de députés et de sénateurs, et c'est pourquoi le SNAP CGT a lancé une grande campagne d'interpellation justement des députés et des sénateurs. Il suffit d'aller sur un site internet et de rentrer son adresse. Et en fait, on a immédiatement les mails des députés, les mails des sénateurs et une proposition de mail à envoyer à ces députés et ces sénateurs. Et on peut signer cette interpellation sans être artiste-auteur, en fait. Et en fait, cette mobilisation, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait un vrai écho, c'est qu'en fait, y a une pétition qui a été signée en 2025 par 17 000 personnes. Bon, 17 000 personnes, ça peut vous paraître ridicule, mais dans notre secteur, c'est énorme, en fait, qu'il y ait autant de gens. Et en fait, depuis le mois de mars, il y a une vraie mobilisation dans plus d'une vingtaine de villes qui est liée aussi aux différents collectifs et aux différentes... voilà, ça y est, je trouve plus mes mots, ma phrase est trop longue. Des coordinations culture, voilà, c'est ça, pour défendre ce projet. Donc il y a des AG, il y a des occupations de lieux, il y a des cortèges culture. Le mouvement, il est vraiment en train de se construire, et dès qu'on en parle en fait à des gens qui ont ce statut, tout le monde se sent concerné et intéressé pour que tout ça change, quoi. L'important, c'est de concerner aussi les personnes qui ne sont pas du métier. Justement, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de la vie d'artiste, littéralement ? Comment est-ce que ça se passe, vous, sans ces statuts, sans cette protection ? On a des exemples. On n'a pas de droit. Des exemples concrets, c'est un peu compliqué, mais la précarité, elle s'inscrit à plein d'endroits différents. C'est pour chercher un logement, on nous demande des fiches de paye, on n'a pas de fiches de paye. Pour un prêt à la banque, pour un peu n'importe quoi, en fait, c'est un statut qui est vraiment très précaire. Et en fait, on a une pratique qui fait que, à la fois, on est indépendant, mais on doit aussi produire notre propre travail, et donc très souvent avoir un atelier. Donc c'est aussi une charge financière qui est à notre charge. Donc il y a des gros problèmes. Donc déjà c'est compliqué de se loger, mais en plus il faut qu'on débourse en fonction des villes, mais des centaines d'euros par mois pour avoir un atelier. Les appels à résidence, à projet sont de plus en plus concurrentiel. Donc on sent que le marché il se tend, que les coupes budgétaires en fait dans ce secteur-là, elles sont de plus en plus importantes. Et donc la situation en fait était déjà pas très simple avant, mais là la mobilisation de mars, elle est aussi liée au fait qu'il y a eu des très grosses coupes budgétaires dans certaines régions, dont les Pays de la Loire, l'Hérault, et qu'en fait, même dans les régions où il n'y a pas eu de coupe budgétaire, il y a une grande incertitude, on le voit, par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines années, et même très peu de visibilité, même sur l'année en cours. C'est quoi le risque ? C'est moins d'artistes, moins de personnes qui se lancent dans ces métiers ? Oui, et puis nous, on prône aussi plus d'égalité, plus de diversité, et on voit aussi en analysant la situation qu'en fait, beaucoup d'artistes auteuristes sont éloignés de la possibilité même de créer, parce qu'elles viennent de milieux plus défavorisés, parce que, pour tout un tas de choses structurelles de la société, quoi. Et en fait, ce statut, l'évolution de ce statut permettrait aussi à des personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas en fait être artistes auteuristes d'accéder à ça.
Donc oui, non, le risque, c'est qu'il y ait moins d'artistes. Et très souvent, les artistes, pour subvenir à leurs besoins, ont un travail à mi-temps qui leur permet en fait de financer leur production artistique. Et moins de temps donc pour produire, justement. Voilà, c'est ça. Et selon toi, quel impact peut avoir justement une mobilisation du public dans ce type de démarche législative ? En fait, à plein de niveaux, on a besoin, je pense, d'une meilleure connaissance de la réalité de notre quotidien. On est encore beaucoup trop souvent dans quelque chose de très romantique. C'est l'artiste maudit ou l'artiste de tout... alors que les artistes sont... je veux dire, on est des travailleurs et des travailleuses comme les autres. Et on a besoin de changer de vision, je pense, sur ce qu'est un artiste aujourd'hui. Et ce que sont la famille des artistes aujourd'hui. C'est un vaste chantier. Il faut changer que les gens connaissent mieux en fait nos réalités et ce qu'on fait, quoi. Et d'où l'importance de vous donner la parole aussi comme ça. Oui. C'est important. Oui. Ouais. Cette initiative, tu nous l'as dit, elle arrive après une formation que vous avez animée en juin. Oui. Vous retenez quoi de cette expérience et comment ça se connecte justement à cette campagne actuellement ? Alors, en fait, donc au SNAP, le SNAP CGT, c'est donc un syndicat c'est le syndicat national des artistes plasticiens. Il y a différentes sections. C'est un syndicat qui est vraiment en train de grossir. Notamment grâce aussi à cette proposition de loi. Il y a une antenne normande qui s'est créée il y a 1 an grâce à une artiste caennaise qui a proposé qu'on se réunisse en fait une fois par mois et en fait c'est lié à toutes ces discussions qu'on a pu avoir à un niveau plus local en fait qu'on a pu organiser cette formation en juin. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'à la fois on échange sur nos pratiques, sur nos difficultés, et que on est mis en lien avec des personnes. Donc Jimmy qui est venu faire la formation en juin, c'est une des 10 personnes qui ont rédigé en fait la brochure et la proposition de loi. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment ultra spécialiste sur le sujet, et lui il comprend encore mieux que nous qui commençons à démêler les choses dans ce sujet. Je m'embrouille. C'est super intéressant de pouvoir rencontrer les personnes qui sont à l'initiative de cette proposition de loi, quoi. Et ça vous aide aussi, ça vous éclaire justement, tu le disais, démêler, parce qu'en effet, c'est assez compliqué. Donc d'avoir une personne qui comprend... La législative, les points de cette loi, ça vous aide beaucoup. Et puis en fait, c'est ça que je veux vous dire exactement. Et puis en plus, c'est hyper motivant. C'est-à-dire que ce qui est mis en place par le SNAP, à travers aussi un salon, plein de salons Discord, c'est qu'on voit tout ce qui se passe en fait en France, dans toutes les villes, et c'est super motivant. C'est-à-dire que nous, on galère à réunir 50 personnes et tout ça, on se dit qu'on est dans notre coin, et là, il y a vraiment le côté collectif qui est très porteur. Et on voit tout ça, on sent tout ça. Et en fait, le but du syndicat et à travers cette proposition de loi, c'est vraiment de connaître, de défendre nos droits et puis d'en acquérir de nouveaux. Et là, l'idée, c'est vraiment d'acquérir des nouveaux droits et de consolider notre statut. C'est quoi les prochaines étapes, justement, pour que cette loi soit adoptée ? C'est d'avoir les 6 signatures qui manquent pour que donc de députés de la majorité. Donc là, en fait, il y a suffisamment de signatures de députés et de sénateurs qui ne sont pas dans la majorité, mais pour que la proposition de loi soit étudiée, il faut qu'il y ait un certain pourcentage de députés de la majorité. Donc, c'est d'aller chercher des signatures auprès d'élus de la majorité présidentielle. Et c'est compliqué dans un contexte où en fait les oppositions parfois se font sur des étiquettes politiques. Donc c'est d'aller voir ces élus et de leur expliquer pourquoi cette loi en fait elle est finançable sans être
je vais pas réussir c'est une augmentation très faible. Ça n'a pas un impact Oui, particulier. voilà. C'est pas financé par l'État, en fait. C'est financé par les diffuseurs. Comment nous, on peut agir ? On peut partager la brochure, se renseigner, et puis si on ne fait même pas interpeller les députés. En fait, depuis que la campagne est lancée, il y a eu plein de nouvelles signatures et la campagne numérique fonctionne, quoi. Donc, continuer d'interpeller les députés voilà. La campagne numérique, elle est super importante. Et puis, parler de ce statut aussi autour de nous, c'est important. Et on le rappelle, on n'a pas besoin d'avoir ce statut, d'être dans ce genre de travail, d'être artiste, auteur, auteuriste. On peut agir nous-mêmes en parlant autour de nous, en informant. C'est quoi la prochaine étape pour vous dans un univers où tout se passe bien et que ces signatures sont réunies ? Et qu'il n'y a pas de dissolution de l'Assemblée et tout ça. Oui, j'avais prévu de te poser une question par rapport à ça, mais je me suis dit, c'est de l'hypothétique, donc n'allons pas par là. Dans un univers où ça passe pour vous, qu'est-ce qui se passe par la suite ? Honnêtement, je ne sais pas. Enfin, moi, je suis pas assez formée sur comment ça se passe. Mais si les signatures sont réunies, j'imagine que la loi, elle est déposée à l'Assemblée et qu'elle est étudiée à l'Assemblée nationale. Mais après, le temps de... Donc, c'est pas terminé. Même non, c'est pas terminé. Il faudra aussi sûrement informer... Oui, et puis après, avec de nouveaux amendements, j'imagine, de ce que je comprends de comment fonctionne la politique. Je crois que c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Si tu pouvais nous résumer en une phrase ou deux, pour rappeler pour les auditeurs pourquoi c'est important de soutenir cette initiative, la proposition de loi pour la continuité des revenus. En quelques mots, pourquoi c'est important ? Pour que les artistes auteuristes puissent acquérir de nouveaux droits, dont une forme de droit au chômage. Merci Clémence. Avant de te laisser partir, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver cette brochure et peut-être aussi comment vous contacter si on a des questions plus techniques ? Donc il y a un site internet www.continuité-revenu.fr. Sur ce site, il y a la brochure en format numérique et il y a le lien vers les interpellations, ça fait un peu, mais des députés et des sénateurs. Et on vous remet tout ça directement en podcast sur le site de Westrack si vous voulez retrouver les liens et la brochure. Merci beaucoup Clémence d'être passée au micro. N'hésitez pas donc à vous rendre sur le site de Westrack à partir de 18h pour retrouver le podcast. Nous on se quitte pour cette semaine, c'est la fin du Magal West. Je vous rappelle que cette semaine vous retrouvez le West Park à partir de demain. Nous serons présents à 15h dans la caravane pour une émission avec les jeunes festivaliers. Et puis on se retrouve vendredi et samedi à 17h aussi pour les interviews des artistes qui seront présents au festival. Par la suite, le Magal West prend un peu de repos et on se retrouvera donc en novembre au micro. Je vous quitte donc pour ce soir avec de la musique. On part au Royaume-Uni. City Warm Hearts et le titre LA Priest. C'est dur à dire. On se retrouve bientôt. Merci, bonne soirée. When your heart is alive in the morning, when your love is on fire in the night, when you're keeping it cool but you can be alright. And when you're good but you have an emotion, and when your love is a feeling you find, when your light is a ghost in the ballroom, baby you're alive. Am I gonna burn it? Say the warm heart, say the warm heart. Will I ever return it? Say the warm heart, say the warm heart. Am I gonna learn it? Say the warm heart, say the warm heart. When I get a turn up, say the warm heart, say the warm heart. When your boat is adrift and you're gone, when you're riding a light turning home, when you're beating about in the bushes, you're not alone.